Dans 30 secondes. 30 secondes pour les récalcitrants, retardataires. Marie-Françoise, je prends encore 30 secondes parce que ça... Bien. Voilà. Silence absolu. Je regarde. Marie-Françoise, c'est bon. OK. Bien, mesdames, messieurs, chers membres de l'association, chers collègues, chers amis, bonjour donc et bienvenue à cette nouvelle édition des colloques de Lagure. Alors, comme vous pouvez le constater, nous nous retrouvons une fois de plus, alors non pas au Stade de France comme ça aurait eût été la mode, et encore pour quelque temps, mais dans les salons de l'Aveyron, où nous commençons à avoir nos habitudes. L'année dernière, ici même, donc, nous avions consacré ce rendez-vous à l'exploration approfondie de nos usages, avec l'objectif, vous en rappelez, de mieux partager les exigences métiers et la criticité des attendus qui sont les nôtres. Alors, exigences métiers et criticité des attendus auxquels doivent évidemment répondre les réseaux mobiles professionnels et leurs évolutions. Eh bien, cette nouvelle édition sera consacrée, et je pense que vous pouvez vous en rendre compte, cette nouvelle édition sera consacrée donc à une nouvelle exploration, celle des solutions technologiques donc permettant de répondre à ces usages. Donc j'essaierai de ne pas me casser la figure dans les fils qui m'entourent. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose un petit coup dans le rétroviseur. Sur l'année écoulée, je retiendrai 4 chantiers majeurs, 4 sujets d'intérêt sur lesquels nous avons concentré nos forces. Et nos forces, je veux le rappeler ici, ce sont bien évidemment les honorables membres de cette formidable association. Ce sont toujours 12 acteurs majeurs du transport et de l'énergie, le groupe ADP, Air France, EDF, le groupe RATP, dont votre serviteur est le représentant, RTE, le groupe SANEF, SNCF Voyageurs, SNCF Réseau, la Société du Grand Paris, Citral Mobilité, Teréga et Total Énergie. C'est également un leader mondial, le leader mondial de l'industrie aéronautique Airbus. Et c'est enfin la Fédération nationale donc des collectivités concédantes et régies, autrement dit la FNCCR. Alors, quels ont été nos principaux sujets d'intérêt? Eh bien, nous l'évoquions déjà comme une opportunité l'année dernière. Nous avons accompagné le dossier de révision donc, des redevances pour les fréquences TDD à 2,6 GHz. Cette révision, vous en rappelez, consistait donc à réduire les seuils de redevances pour permettre à des acteurs présents sur des zones réduites d'accéder à ce spectre à un tarif, disons, plus raisonnable. Nous avons également pu relancer les échanges avec l'ARCEP sur la libération de 2 x 3 MHz dans la bande 450 MHz pour y permettre le déploiement de réseaux large bande. Et au regard d'où l'on vient, fort de notre base installée, celle de nos réseaux bande étroite, je peux vous dire que cette bande de fréquence est considérée par Lagure comme hautement stratégique.
Un autre sujet d'importance majeure, j'y reviendrai, a été et toujours la préparation, en lien et en soutien des services de l'État, de la nouvelle version de l'arrêté tunnel et du MS 71. Et ce, afin de prendre en compte l'évolution de l'INPT vers le RRF, donc le réseau radio du futur du ministère de l'Intérieur. Enfin, et je tiens à cette occasion à remercier tout particulièrement le préfet Guillaume Lambert, directeur général de l'ACMOS, fraîchement né en avril de cette année, donc l'Agence des communications mobiles opérationnelles de sécurité et de secours. Le remercier en effet pour son invitation donc, à rejoindre le conseil d'administration de l'agence, dont la présidence est assurée par Thierry Bonhomme, ce que j'ai bien évidemment accepté en tant que président de l'AGUR et représentant d'un certain nombre d'entre nous dont je suis tenu de taire la qualité. Cette nomination, c'est non seulement le reflet de la confiance établie entre l'ACMOS et l'AGUR, mais c'est également la consécration d'un travail commun initié depuis de nombreuses années pour faire avancer et converger les intérêts que nous partageons sur les communications critiques. Et pendant ce temps-là, eh bien, les réseaux privés continuent de se déployer. Je veux pour témoin les demandes récentes sur le portail 2,6 GHz de l'ARCEP. Une bonne dynamique s'est mise en place avec 11 demandes de fréquence en 2022 et 16 en 2023. En parallèle, on voit que le spectre disponible commence à s'élargir pour répondre à nos différents cas d'usage. Citons notamment la mise à disposition par l'ARCEP d'un guichet pour permettre la conduite d'expérimentations 5G dans la bande 3.8/4.0. Donc de nombreuses demandes ont été recensées sur ce portail et il faut s'en féliciter. Nous attendons néanmoins que ces fréquences puissent être rapidement affectées, je veux dire durablement, au réseau mobile privé pour les besoins de connectivité ultra haut débit et ou à faible latence dans des environnements à géographie limitée. Mais ne boudons pas notre satisfaction et réjouissons-nous de voir une accélération des déploiements au sein de nos sites industriels et de nos réseaux de transport. Et la tendance devrait s'accélérer avec le déploiement et la mise en place progressive du RRF. Alors, on ne le dit pas assez, mais le RRF impacte directement les modèles établis de continuité des moyens de communication des forces de sécurité et de secours au sein des tunnels et des espaces recevant du public, autrement dit ERP. Les systèmes assurant effectivement la continuité de l'INPT au sein de ces environnements devront donc nécessairement évoluer vers les technologies 4G et 5G, que ce soit par le biais d'ailleurs des réseaux mobiles commerciaux ou par celui des réseaux mobiles privés. Alors voilà, pour tout cela, pour la continuité et la criticité de nos usages, pour la sécurité des personnes et des biens, pour répondre à nos obligations réglementaires, pour maîtriser notre destin, en somme, il nous faut disposer de technologies et de solutions adaptées. Des technologies et des solutions performantes, souples, durables, facilement déployables et exploitables. Bref, des technologies et des solutions maîtrisées, techniquement, opérationnellement et économiquement. Et c'est donc pour tenter de répondre à ces attentes que nous avons choisi cette année d'inviter un certain nombre de fournisseurs de solutions à nous proposer et à venir exposer là, dans cette salle, tout autour de moi, une série de démonstrateurs technologiques. Et je veux ici les en remercier chaleureusement. Nous espérons que ces démonstrations, dont la promesse est qu'elles soient immersives, innovantes, et même, pourquoi pas, ludiques, nous permettront de mieux appréhender l'univers technologique des réseaux mobiles professionnels. Je nous souhaite à toutes et à tous un merveilleux colloque. Merci à vous. Voilà, alors j'ai aussi la lourde tâche de vous annoncer un peu le programme, mais je propose maintenant d'ouvrir donc la séquence des démonstrations technologiques, séquence à laquelle donc cette matinée est consacrée. Alors, avec un petit débord l'après-midi pour une dernière démonstration. Donc une pause d'une demi-heure est prévue entre 10h30 et 11h. La pause déjeuner est prévue entre 12h20 et 14h, si mes notes ne me trompent pas, et nous nous sommes permis de vous l'offrir sous forme de buffet, et vous pourrez donc en profiter pour visiter les stands dans la salle voisine. L'après-midi sera consacré à 2 conférences et une table ronde. Première conférence, la Caisse des dépôts et consignations nous parlera du rôle des réseaux mobiles privés dans le programme de réindustrialisation de la France qu'elle soutient activement.
L'association européenne UNA, je crois, Christian Régnier, voilà, ici présent, hein, dont l'Agur est membre, nous présentera son actualité et son tableau de bord des fréquences radio disponibles pour déployer des réseaux mobiles privés en Europe. Et nous poursuivrons avec notre traditionnelle table ronde annuelle sur l'actualité réglementaire et normative des réseaux mobiles privés. Voilà, vous pourrez ensuite, je crois qu'on a une dernière expérimentation, et vous pourrez ensuite profiter d'un temps d'échange et de visite des stands. Alors désolé, il va falloir un peu vous réinstaller. Hein. Je propose de démarrer donc dès à présent avec la démonstration de Bicom, qui nous projette dans l'industrie du futur avec son robot autonome et va nous montrer également comment gérer la qualité de service dans un réseau 5G. Et je vous file un coup de main. Je laisse ma collègue mettre en place la mosaïque. Tu l'as? Et puis on va pouvoir y aller. On y va? Tout c'est bon, super. Bon. Tu l'as refait pendant que je présente? Tu peux pas? Ok, bon. Bon, donc on va commencer la présentation. Donc je m'appelle Boris Madeleine, je représente ici Bicom. Et nous allons vous faire une démo et une présentation sur ce qu'on appelle la gestion de la qualité de service. Alors on va commencer par alors cette démo a été mise en place avec l'étroite collaboration et le partenariat avec la SNEF, qui nous a mis à disposition le robot que vous voyez sur la droite de cette estrade et que nous allons piloter en 5G. Alors, on va commencer par des rappels sur les fondements de ce qu'on appelle la qualité de service. Et ensuite, on va passer à la démo en réel. On aura peut-être besoin d'un petit peu de temps pour recréer la mosaïque des écrans qu'on avait pour vous montrer tout ça. Donc, je commence. Donc, alors, pourquoi on a décidé de vous parler de la qualité de service en 5G ? Pour une raison assez simple, c'est qu'en 5G, la qualité de service connaît quand même certaines améliorations. Vous savez sans doute qu'en 3G, en 4G, les réseaux étaient déjà pourvus d'une qualité de service, mais c'était essentiellement dans ce qu'on appelle le cœur de réseau. Et en 5G, en fait, la qualité de service permet de définir des flux qui sont continus entre le cœur de réseau et le terminal, mais à travers le cœur de réseau, mais aussi à travers le réseau radio. Donc il y a vraiment des flux de données qui sont définis de bout en bout entre le terminal et le cœur de réseau. Et donc on définit en fait trois types de flux. Il y a des flux qui s'appellent les flux non GBR, donc qui ne sont pas des flux avec une garantie de débit. Il y a des flux qu'on appelle débit garanti. Alors ça, ce sont des flux qui sont utilisés par exemple pour les installations particulièrement critiques, où vous voulez absolument garantir un débit minimum pour le transfert de données. Et puis il y a les débits. Alors ça, c'est un type de flux qui va arriver un petit peu plus tard, qu'on appelle à latence critique, et qui sont là essentiellement pour garantir le transfert des données pour des applications qu'on appelle URLLC, c'est-à-dire à latence très très faible, et qui seront essentielles dans le monde industriel dans quelques années. Voilà.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'il peut y avoir plusieurs flux par terminal. Alors, dans le détail, la qualité de service, elle est définie par un paramètre dans le standard, dans la normalisation 3GPP, qu'on appelle 5QI, donc 5G Quality Indicator. Et donc ce paramètre, en fait, ce chiffre, est associé à un ensemble de paramètres qui définissent la qualité de service, donc en particulier ce qu'on appelle un niveau de priorité, un taux de perte de paquets et un budget de retard, c'est-à-dire ce qui est toléré en tant que retard sur l'arrivée des paquets. Et pour les débits, pour les flux avec débit garanti, il y a même, donc on chiffre ce débit garanti en uplink et en downlink, c'est-à-dire en débit montant et en débit descendant. Et puis il y a un débit maximal aussi que l'on peut indiquer. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'en cas de congestion du réseau, les flux sont priorisés les uns par rapport aux autres, de manière à ce qu'il y ait une priorité qui soit mise en place. C'est bon? On y est? Okay. Alors, donc, une installation typique qui peut refléter, par exemple, ce qu'on pourrait avoir dans un milieu industriel, c'est que vous avez, on peut imaginer deux types d'applications. Une application qui pilote un robot mobile, qu'on appelle ici AMR, et auquel sont associés plusieurs terminaux. Donc, le premier terminal qu'on voit en haut, c'est le smartphone, qui va permettre de piloter ce robot mobile. Ensuite, il y a le robot en tant que tel. Et ici, voilà, il y a le robot en tant que tel. Et une deuxième application, qui est une application de surveillance vidéo, donc qui connecte deux caméras. Et ces deux caméras sont elles-mêmes, donc les flux sont remontés vers un serveur central. Et ensuite, on peut avoir accès à l'ensemble, à la mosaïque des flux vidéo. Voilà. Et alors, donc pour assurer la criticité de ces flux, on peut les définir en flux GBR, c'est-à-dire avec un débit garanti. Et voilà, donc typiquement, ce qu'on pourrait avoir sur un écran, sur l'écran de notre solution, sur notre dashboard, on pourrait avoir ce type de configuration, c'est-à-dire avec un ensemble, vous voyez ici donc 5 terminaux qui seraient connectés en flux GBR, donc c'est-à-dire avec un débit garanti, permettant de garantir soulignant la criticité des flux et avec un débit en flux montant et en flux descendant qui est bien défini et bien configuré. Et enfin, voilà donc le montage de la démo qu'on va vous montrer aujourd'hui. Donc ce que vous voyez, ce que vous voyez à gauche ici, c'est on a monté pour vous donc un réseau 5G privé. Donc sur le serveur que vous voyez ici, donc il y a dans le serveur là, vous avez toutes les fonctions complètes d'un réseau 5G privé qui est conforme à la norme 3GPP. Donc vous avez le plan de signalisation, le plan de contrôle. Tout ça est installé sur le petit serveur qui est là. C'est un serveur COTS, c'est un hardware normal, quoi. Ça pourrait être du Dell, du Supermicro ou n'importe quoi. Et donc notre logiciel Docker de réseau est installé là-dessus et il est conforme. C'est un réseau 5G SA, donc standalone. Ce n'est pas un réseau 5G NSA, mais c'est vraiment un réseau 5G SA, donc construit selon une architecture logicielle cloud sur la base de microservices. À ce cœur de réseau, on a connecté, donc c'est notre solution qu'on appelle Dome. Et à ce cœur de réseau, on a connecté un G-Node-B, donc qui rayonne ici sur la pièce. Et donc, il y a un ensemble de terminaux qui sont connectés. Et donc, le premier terminal connecté, c'est le robot mobile. Sur le robot mobile, on a embarqué une petite caméra, dont vous allez voir le flux à l'instant. Il y a une deuxième caméra qui est celle-ci, une caméra fixe, dont vous allez voir le flux à l'instant. Et enfin, il y a le PC, le smartphone de pilotage de l'AMR qui est tenu par Benoît de la SNEF et qui permet de piloter le robot, c'est-à-dire de permettre de lui donner des ordres d'arrêt et de redémarrage, par exemple. Et enfin, il y a l'écran de supervision que Laurence pilote. Voilà, donc. Si vous nous permettez, on a un petit problème technique. C'est bon? OK, parfait, c'est bon. On y va. Eh ben non, c'est cool.
Donc on va pouvoir passer maintenant à la mosaïque. Donc Laurence met en place la mosaïque. Donc ça me permet de la commenter en direct. Alors, donc ce que vous voyez ici, c'est d'abord en bas à gauche, c'est le dashboard de notre, donc l'écran de supervision de notre solution, où vous voyez le nombre de sessions en cours, le nombre de devices, donc d'appareils connectés. Et vous allez voir l'évolution du débit à travers le temps. Ça, maintenant, en gros, c'est donc l'écran de pilotage. C'est ce que voit Benoît sur son smartphone, qui est connecté en 5G et qui est donc l'écran de la console de pilotage du robot mobile. En haut à droite, c'est le premier flux de la caméra, donc c'est celui de la caméra embarquée. Et le deuxième flux de la caméra, c'est celui-ci. Voilà. Donc là, ici, on vous a reproduit une mosaïque qui est un petit peu l'équivalent d'un poste de supervision, d'une vidéosurveillance, avec en plus l'écran de pilotage de l'AGV. Donc vous voyez le parcours ici et le dashboard. Alors on a demandé, l'organisation nous a gentiment accordé le fait de bloquer la première rangée ici, de manière à ce que le robot puisse évoluer sans problème. Donc il va faire des boucles là, entre ce point-là et ce point-là. Et donc, est-ce que tu peux le lancer? Voilà, il le lance. OK. Voilà. Donc vous voyez en direct que le flux de la caméra est en train de changer. OK. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recréer les conditions de la qualité de service en créant un flux montant artificiel. C'est-à-dire qu'on va charger le réseau avec un flux montant de données qu'on génère grâce à un outil. Et cet outil va nous permettre de constater ici une augmentation très rapide du débit montant. Vas-y. Donc Laurence lance l'ordre, voilà. Alors voilà, donc on augmente le débit montant de manière très forte. Alors pourquoi vous pourriez vous demander pourquoi on voit 0. On voit 0 à l'origine. C'est parce qu'en fait les débits montants d'une caméra, par exemple, en fait ils sont relativement faibles. On est de l'ordre du mégabit par seconde. De même, le pilotage du robot, ça ne demande pas beaucoup de données. Mais voilà, on arrive là en ce moment, on est en train de saturer. On est en train de saturer le tuyau du débit montant, c'est-à-dire qu'on a une capacité qui est déterminée par la cellule, mais on va remplir le tuyau en fait par des données artificielles. Et ce qu'on va constater, c'est que grâce à la qualité de service, vous allez encore pouvoir constater les flux et on va encore pouvoir piloter le robot. Donc là, c'est ce que vous constatez. Le débit est très très fort, donc on a vraiment rempli le tuyau de données. Mais on peut encore, donc d'abord le robot fonctionne encore et les caméras fonctionnent encore. Et donc là, maintenant, on donne, pour bien vous prouver qu'on peut encore piloter le robot, on va envoyer un ordre spécial, un ordre inattendu, qui va déterminer un nouveau mouvement du robot. Voilà. Donc c'était notre démo. Et voilà, donc c'est ce qu'on appelle les principes de la qualité de service. J'espère que ça vous a plu et je vous remercie de votre attention. Et je remercie. Je remercie aussi mes collègues qui ont participé au montage de la démo. Donc Laurence, Benoît, Valérie et Gilda qui est juste derrière là-bas. Si vous avez des questions. C'est ce que j'allais. Non, mais gardez-le, c'est vous qui allez répondre. D'accord. Bonjour. Donc voilà, alors le temps qu'on Bicom libère la place, peut-être voilà,
Une ou deux questions dans la salle sur le sujet, un partage d'expérience, un commentaire. Voilà, n'hésitez pas. Ah, Christian, peut-être, tiens. Non, c'est bon. Christian Régnier, merci pour cette démonstration très intéressante. Je soulève un point, alors je ne sais pas, j'ai posé la question il y a quelques temps déjà, un comparatif entre ce type de solution et les solutions actuelles d'AGV en Wi-Fi. Est-ce que ce n'est pas des choses qui seraient intéressantes à montrer, sans vouloir démolir le Wi-Fi, que j'adore, mais néanmoins, je pense qu'on pourrait mettre en avant une fluidité qui est beaucoup plus perfectible, comme vous l'avez montré là ce matin, avec ce type de réseau. Est-ce que c'est des choses qui ne seraient pas envisageables à un moment ou à un autre ? De faire une démo? Oui, une vraie démo comparative, clairement, notamment pour les métiers qui ne savent pas, qui voient pas tout ça aujourd'hui. Oui. Alors, avant de faire une démo pratique, on a fait une étude théorique qu'on a publiée dans un guide. Très bien. Vous pouvez voir sur le site du Gimelec où on liste les avantages de la 5G, par exemple pour le pilotage d'un AGV et d'AMR. Mais bon, ce qu'on peut mentionner rapidement, c'est qu'effectivement, pour le pilotage de robots, eh bien, la 5G, c'est d'abord une connexion super fiable, et donc particulièrement en cas de mobilité, c'est-à-dire si vous passez d'une cellule à une autre, vous avez des latences de handover qui sont très très faibles et qui permettent une mobilité très fluide. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le Wi-Fi est généralement utilisé en intérieur, alors qu'avec la 5G, vous pouvez piloter des robots à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Le Wi-Fi n'est pas vraiment adapté pour couvrir des zones extérieures. Et enfin, les premières générations de robots embarquent beaucoup d'intelligence, mais avec une solution 5G et des forts débits, en fait, vous allez pouvoir déporter beaucoup d'intelligence du robot vers le cloud. Donc ça va en fait diminuer le prix de fabrication des robots, et ça va surtout permettre à des flottes de robots de communiquer les uns avec les autres. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo d'Amazon où on voit des milliers de robots dans les entrepôts. Voilà, en 5G, ce serait beaucoup plus facile qu'en Wi-Fi. Voilà, je vous remercie beaucoup, encore une fois, de votre attention. Merci. Merci beaucoup. Vous voyez, les démos se démontent beaucoup plus vite qu'elles ne se montent. Alors, je vous propose, j'espère qu'ils sont prêts, mais d'accueillir maintenant Thales TDF et Transatel, qui vont nous montrer comment intégrer donc un terminal d'un réseau externe à un réseau mobile privé en un claquement de doigts ou un simple scan de QR code. Et puis également la démonstration d'une solution permettant de gérer facilement la mobilité entre réseaux pour rester connecté en toutes circonstances. Merci. Je vais finir par me casser la figure. C'est le temps du démarrage du serveur.
Bonjour à tous. Je me présente, je suis Christophe Burgos, je suis directeur des opérations sur les réseaux mobiles privés chez TDF. Donc, l'année dernière, on vous avait présenté via Karim El Nagar les différents modèles de réseaux mobiles privés. Cette année, comme l'a indiqué Stéphane, on est un petit peu plus dans la technique. Donc, on va vous présenter 2 démonstrations qui sont pour nous importantes pour que les réseaux mobiles privés en fait, soient adoptés par les différents utilisateurs. Donc la première va être l'interconnexion des réseaux mobiles privés avec les réseaux des MNO. C'est on va dire la mobilité entre les deux types de réseaux. Et la deuxième démonstration va être la partie enrôlement en fait, d'un terminal via une eSIM. Donc les 2 partenaires, la première démonstration sera réalisée par Transatel et la seconde sera réalisée par Thales. Donc le petit dessin sur la gauche, en fait, c'est une bulle, c'est la partie réseau mobile privé, c'est exactement ce que vous pouvez retrouver dans les industries ou sur des sites logistiques ou même dans des bureaux. Un petit focus sur l'architecture qu'on a déployée pour faire la démonstration. Donc, on a installé un cœur de réseau Druid ainsi qu'une radio Bessel. Donc, vous avez vu, ça prend très peu de place. Sur ce type d'infrastructure, on peut monter un peu plus quelques milliers d'utilisateurs. Un petit focus sur les 2 démos. Donc, la mobilité d'un réseau mobile, qu'il soit privé ou public, vers l'autre, qui sera donc réalisé par Transatel. Et le second, l'inscription d'un terminal sur un réseau, une personne qui arrive pour de l'événementiel ou tout simplement un utilisateur qui se déplace sur plusieurs sites. J'invite sur la scène pour la démonstration, si tout est bon, Florian Walter de Transatel. Bonjour à tous, on est aussi sur les derniers réglages. Donc, merci TDF pour avoir monté le réseau en question. Donc, pour la démonstration et l'explication qu'on va vous donner aujourd'hui, on aura Choukri qui va nous rejoindre pour nous aider sur une partie de la démo qui sera projetée. Et on a Maxime Lelanec, qui va démarrer un peu le cas d'usage qu'on veut présenter et qui nous aidera pendant la démonstration live. Vas-y Maxime. Merci Christophe, Florian pour l'introduction. Effectivement, on s'est réunis aujourd'hui pour parler des solutions de continuité de service en dehors d'un réseau privé. Donc, certains d'entre vous nous connaissent, on est Transatel, un opérateur industriel IoT fournissant de la connectivité multi-réseau et internationale. Et on a été amené à travailler avec certains d'entre vous depuis plusieurs années sur des déploiements de réseaux privés. Vous nous avez fait remonter certaines problématiques qu'on a pu classifier en 2 catégories. Le premier, c'est le besoin de continuité géographique pour pouvoir continuellement monitorer des équipements en dehors de votre réseau privé. Et la deuxième, apporter des solutions de redondance et de résilience sur votre réseau privé en vous appuyant sur des réseaux publics. Aujourd'hui, effectivement, la continuité de service est encore nécessaire pour un grand nombre de cas de figure. Le premier qui me vient en tête, c'est les constructeurs automobiles qui mettent de la connectivité dans leurs véhicules, dans leurs usines. Les véhicules sont assemblés, elles sont testées, on teste la connectivité, on met à jour les softwares directement en usine. Pour autant, un véhicule va passer l'essentiel de sa vie dans le monde public. Et c'est critique pour un constructeur automobile de récupérer cette donnée pour de la maintenance prédictive, pour mettre à jour ces véhicules au fur et à mesure que les développements techniques se développent. Un deuxième cas de figure, certains d'entre vous dans l'Assemblée y sont confrontés quotidiennement, notamment les opérateurs de transport, compagnies aériennes, compagnies de transport ferroviaire, compagnies de transport en commun. Vous avez, pour certains, déployé des réseaux privés dans vos aéroports, dans vos technicentres, dans vos centres de maintenance.
Vous pouvez faire remonter des grands paquets de données critiques et métiers, mais encore une fois, l'essentiel de vos activités sont faites dans le domaine public. Il faut donc pouvoir vous appuyer sur une solution de continuité géographique pour pouvoir à la fois transférer vos données critiques quand elles sont générées dans le réseau privé, mais également pouvoir monitorer continuellement vos équipements lorsque vous passez dans le public. J'ai planté rapidement de décor. Mon collègue Florian va prendre la main pour vous présenter différentes solutions de continuité, notamment la solution sur laquelle Transatel s'appuie, qui est basée dans la carte SIM, et on va vous faire une petite démonstration de continuité basée sur le cœur TDF. Merci Maxime. Parfait. TDF et Maxime ont démarré en précisant le besoin de continuité et on va attaquer ensuite une démonstration. Juste avant ça, on va aussi faire un tout petit peu de théorie pour préciser dans quel cadre c'est le plus pertinent d'utiliser les solutions qu'on veut vous présenter. Vous êtes nombreux ici à avoir très certainement déjà travaillé sur des réseaux privés. En général, ils se découpent en 2 grandes familles. Vous avez les réseaux privés mutualisés, ce qu'on voit sur votre droite. C'est des réseaux qui s'appuient pour tout en partie des infrastructures publiques. Ces acteurs-là ont des continuités qui sont parfois naturelles, en s'appuyant sur les ressources de cet opérateur dont ils sont dérivés. Mais il y a d'autres types d'acteurs, ceux présentés d'ailleurs par TDF, et puis un certain nombre d'entre vous qu'on connaît bien, qui ont fait un autre pari, celui d'avoir un réseau complètement indépendant dans sa bulle, qui vient avec des avantages, mais aussi avec cette complexité qui consiste à trouver cette solution de mobilité lorsqu'ils vont avoir des employés, des équipements ou autres qui sont amenés à sortir. Effectivement, il est plus compliqué pour eux d'aller voir l'ensemble des opérateurs publics et de négocier les faibles volumes qu'ils ont pour bénéficier d'accès sur leur réseau. D'où le pari que Transatel fait de se dire il y a d'autres solutions qui existent, et c'est celle dont on veut parler aujourd'hui. Et ces solutions, elles sont orientées carte SIM. Alors on va en présenter quelques-unes, il y en a bien d'autres. Le plus naturel, lorsque vous avez un réseau privé et que vous voulez accéder à un réseau public, c'est d'aller acheter une carte SIM d'un opérateur public. Puis vous avez 2 SIM, et vous les mettez dans un téléphone, par exemple, qui peut supporter 2 SIM. Mais la plupart des équipements industriels, ou alors ceux de l'industrie 4.0, et utilisés dans les endroits où on a besoin d'un réseau privé, ils n'ont pas forcément 2 cartes SIM. Les switches, les routeurs, les capteurs, les voitures, souvent ont une seule carte SIM. D'où le fait d'essayer de passer sur une autre approche. On n'utilise effectivement qu'une seule SIM, mais dans cette SIM, on met 2 profils. C'est des SIM reprogrammables, et on peut avoir à la fois un profil privé et un profil public à l'intérieur. Donc là, on pallie la difficulté initiale d'avoir 2 cartes SIM, on n'en a plus qu'une. Mais à un instant T, ces SIM reprogrammables ne peuvent utiliser qu'un seul jeu de données. Et donc, il y a un acteur dans sa tour de contrôle à l'extérieur de la SIM qui doit sélectionner le profil public ou privé. Lorsque vous avez l'employé dans l'industrie qui se déplace avec sa tablette, qui est sous couverture privée et qui s'en va pour aller rejoindre une zone à l'extérieur de l'usine et qui rebascule en public, cet opérateur à distance de la tour de contrôle, il ne sait pas où se situe cet employé. Donc ça fonctionne bien, mais avec des complexités supplémentaires qu'il faut pallier. D'où le fait que Transatel ait fait le pari des 2 derniers jeux de solutions, dans lesquels cette intelligence dont on parlait, elle n'est plus à distance, mais elle est directement embarquée dans la carte SIM. La SIM, c'est peut être capable d'avoir une petite intelligence en local, on appelle ça des applets. Et donc dans ces derniers jeux de solutions, on a des accès publics et des accès privés qui sont séparés, une seule SIM et la capacité de sélectionner l'un ou l'autre en embarqué. On fait tout de même une petite distinction entre les 2 derniers, dans le sens où on répond ici à des solutions standalone, des acteurs qui sont vraiment isolés, pour lesquels la sécurité est au cœur du besoin. Et la solution 3 fonctionne bien, est une solution dite multi-IMSI, qui est une solution assez connue du marché, mais dans lesquelles il y a des informations partagées entre les réseaux publics et privés, là où la partie 4 est celle que l'on a déployée nous et qu'on va vous démontrer juste après, dans lesquelles les jeux de données sont complètement indépendants, et le réseau privé TDF ici n'a aucune information, et vice-versa, avec le réseau public Transatel. Donc maintenant qu'on a dit ça, on a à nouveau planté le décor un petit peu plus même, on a expliqué quel était le besoin, la mobilité, on a reprécisé que c'était spécifiquement pour des acteurs qui sont souvent plutôt des opérateurs réseau privé indépendants, et après on a indiqué que c'était bien de pouvoir fournir une solution avec une seule SIM,
l'application embarquée qui fait toute seule sa mobilité, avec des jeux de données séparés. La théorie est finie, on va peut-être pouvoir regarder une démonstration. Et alors, l'ambition de cette démonstration, alors, chez nous, on va essayer de vous la projeter. Donc, on va utiliser, je pense que tu as la main maintenant, on va utiliser 2 téléphones, un qui est branché ici. Est-ce que tu peux projeter le téléphone sur l'écran? Je crois qu'il faut que tu... Je ne pense pas qu'on ait l'écran qu'il a en ce moment. Désolé, il y a un petit problème technique. Bon, en attendant, l'objectif va être d'utiliser 2 personnes qui vont être en communication pendant un appel vidéo. Donc on va se mettre dans une situation assez compliquée, somme toute. On a pour ambition de regarder qu'est-ce qui se passe lorsqu'un utilisateur est connecté à un réseau privé, celui de TDF ici. Et puis on va demander l'aide à Maxime après de prendre un téléphone et on va l'accompagner à distance. On va projeter sa vue de ce côté jusqu'à ce qu'il perde intégralement l'accès au réseau privé et on va attendre qu'il se reconnecte automatiquement sans avoir lui-même d'effectuer d'action sur le réseau public. On ne voit pas le téléphone qui se projette ? Ah, c'est bizarre, on le voyait hier. Non, là, il y a un écran différent de celui qui est projeté là. Tu peux sortir du mode plein écran, peut-être? Non, ça, c'est une vidéo de backup. Ah. Voilà. Et reviens sur la slide d'avant, s'il te plaît. Comme ça, on fait un spoiler, là, sinon. Alors, voilà. Parfait. Donc, et sur le téléphone, mets-toi en plein écran. Voilà. Donc, navré pour l'interruption. À nouveau les joies du direct, bien sûr. Donc, l'esprit, ce sera cet employé qui va être en communication avec nous, la salle de Lagueur, d'un côté, et qui va avoir une urgence et qui va être amené à se déplacer à l'extérieur du réseau privé. Donc, on va le suivre tout du long, et puis je vais rajouter un peu d'explication. Et ce qu'on va vouloir vivre, c'est comment est-ce que, de son côté, il va avoir une vidéo, mais il n'aura pas besoin de rejoindre la vidéo à nouveau lorsqu'il sera ensuite de nouveau sur le réseau public. C'est, par exemple, juste avant qu'on attaque, quelque chose qu'on a pu déployer à Toulouse, dans un cas où les services publics avaient l'ambition de donner accès à des acteurs de type ambulanciers ou des pompiers, qui vont avoir un besoin, lorsqu'ils sont sous couverture de réseaux privés déployés par la métropole, de se connecter à ce réseau, d'initier des appels avec un groupe d'intervention, et s'ils ont besoin de s'en aller, de pouvoir continuer de bénéficier de cet appel sans avoir besoin de rappeler le groupe d'utilisateurs. Donc on va demander à Maxime de nous aider à réaliser ce pompier, cet employé qui a besoin de partir en urgence. Et alors on démarre effectivement en vous montrant, vous voyez peut-être tout en haut à gauche, alors on n'est pas en plein écran, mais qu'on est bien sur, voilà, c'est le nom qu'on a donné au réseau de TDF, donc on est branché dessus. Et du coup, là, on va suivre Maxime qui va s'en aller. Et je vais vous expliquer, bien sûr, pour qu'on n'ait pas un blanc tout du long, mais qu'est-ce qui va se passer au fur et à mesure. C'est l'esprit de la petite image que vous avez à côté. Donc on a fait différents tests, hein, bien sûr, hier et aujourd'hui sur la partie radio. Donc ça, il va devoir sortir, heureusement qu'il ne pleut pas, il va devoir sortir des locaux. Donc là, au début, il est dans la première partie qu'on a représentée un peu en violet foncé. Il est bien couvert par le réseau TDF et on peut avoir une conversation avec lui. Alors on n'a pas activé le son, mais on peut bien entendu discuter et échanger. Et puis il y a un moment, donc quand il va se rapprocher des portes, donc là on compte jusqu'à, et bien au fur et à mesure, le réseau TDF il va perdre en intensité, évidemment. Il y a une seule antenne, il aurait fallu en déployer partout, c'est pas l'ambition. Voilà, il a commencé à friser. Alors il a frisé, il n'a pas intégralement perdu le réseau. Il est dans un état où la partie d'accroche avec le réseau privé devient trop faible pour être capable de faire passer l'applicatif. Il nous enverrait un SMS, par exemple, que ça pourrait fonctionner. On pourra le tester ensemble sur nos stands par la suite si vous voulez faire plus de démos. Et après, il y a un moment où il va... Donc là, il est en train de marcher. Vous pourrez voir avec nous d'ailleurs l'autre partie, c'est-à-dire quand on sort, qu'est-ce qui se passe côté utilisateur. Et il y a un moment où il perd complètement la radio TDF.
Et c'est au moment où il va perdre la radio TDF que la petite application qui est embarquée dans la carte SIM, celle dont on parlait tout à l'heure, elle prend le relais pour dire j'arrête d'utiliser les informations d'accès au réseau privé TDF, mais j'essaie de me connecter au réseau public représenté par Transatel. Ah, le voilà. Et il tombe d'ailleurs sur des camions de police, voilà, on est en plein dans les interventions d'urgence, et il nous montre, vous voyez, en haut, RMP TDF public. Donc on a bien eu cette expérience d'une continuité, et on peut remercier Maxime, on peut lui dire de revenir, de revenir chez nous. Et donc voilà, on va avoir le retour. Et que l'on attendait donc d'avoir cette continuité. On ne va pas le regarder tout du long. Ce que je propose, c'est qu'on rebascule. Je vais redemander de l'aide de la technique sur les slides, sauf si c'est nous qui les projetons. Voilà, parfait. Et ça, c'est un peu la synthèse juste de ce qu'on a pu essayer de montrer aujourd'hui, c'est-à-dire d'avoir bien deux réseaux qui sont complètement cloisonnés. On l'a vu, il y a eu une coupure, et j'ai envie de dire Eureka. On est content d'avoir bien des réseaux qui n'ont pas besoin de discuter, c'est plus simple à réaliser et ils restent complètement indépendants. Mais pour les relier, et pour éviter et permettre une continuité de service et éviter d'avoir des actions manuelles faites par un utilisateur, eh bien on a utilisé la SIM Transatel dans laquelle coexistent des jeux de données distincts, et cette petite applette qui s'appuie sur des éléments standardisés de communication entre antenne, modem et carte SIM pour pouvoir réaliser ces bascules. Alors je propose qu'on remercie Maxime pour son super test. Merci Maxime. Puis peut-être un tout petit mot de la fin. J'ai fait mon sport, c'est bon. Non, vous l'avez remarqué, j'ai eu aucune intervention manuelle à effectuer pour rejoindre la communication. J'ai dû aller assez loin dans la rue puisque le réseau émet quand même avec un bon signal. Mais pour ceux dans l'Assemblée qui aimeraient pouvoir contrôler ce switch, on a des solutions qui existent, basées sur des déclencheurs que vous pouvez personnaliser et que vous pouvez venir découvrir sur notre stand juste à côté pendant la journée. On pourra vous faire des démos personnalisées pour voir ce qui se passe de mon côté. Comme ça, vous allez avoir la vision un petit peu plus complète de la solution. Merci à tous pour votre attention et puis à tout à l'heure. Merci Florian, merci Maxime, merci Choukri. Nous allons passer maintenant à la démonstration en fait, de l'enrôlement d'un terminal sur un réseau mobile privé. J'invite Julie Diaz-Thalès à monter sur la scène. Merci Christophe. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, donc, nous allons vous faire une démonstration de la connexion d'un device eSIM au réseau privé déployé par TDF et aussi comment faire pour commander facilement et rapidement des cartes ou des profils eSIM. Bouton vert. Le bouton. En haut. Voilà. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'une eSIM ? Donc c'est une SIM embarquée. Elle est déjà soudée dans l'appareil. Il y a beaucoup d'appareils aujourd'hui disponibles, eSIM compatibles. On a des téléphones, Apple, Samsung, Zebra, Google, et j'en passe. Il y a des tablettes, des ordinateurs, des montres connectées et des automobiles, comme vous avez pu le constater. Donc c'est aussi une carte qu'on appelle multi-SIM. Pourquoi ? Parce qu'elle est reprogrammable. On peut avoir jusqu'à 10 abonnements en même temps sur cette carte. Et la particularité également, c'est le provisionnement de cette SIM. Elle est personnalisable à distance. On va pouvoir donc la programmer grâce à une plateforme qu'on appelle une plateforme de gestion d'abonnement, un SMDP+. Donc en fait, concrètement, comment ça se passe ? Votre opérateur public ou privé va vous fournir un QR code. Ce QR code est la représentation graphique d'un code d'activation. Ce code d'activation, en fait, c'est l'adresse du DP+, avec la référence du profil eSIM. Vous allez le flasher avec votre téléphone, et le téléphone va se connecter au DP+, et va charger l'abonnement, tout simplement. Voilà. Donc maintenant, vous allez me dire, ah, bah, c'est super, comment on fait pour avoir un QR code ? Eh bien, nous avons une solution. Voilà, nous avons développé une solution rapide, facile et sécurisée pour les réseaux privés, spécialement designée pour vous.
pour vous faciliter l'approvisionnement de vos cartes ou de vos profils eSIM. Et nous avons automatisé tous les process Thales en gardant la même qualité, la même sécurité qui est offerte aujourd'hui à tous les grands opérateurs publics. Donc, comment ça se passe? Alors, nous, donc, cette solution, c'est un portail web qui s'appelle eSIM as a Service. Et à l'intérieur de ce portail, vous allez faire les étapes nécessaires pour commander les cartes. La première étape consiste à faire une cérémonie de clés. Donc, on a besoin que vous nous échangiez une clé de transport et la clé mère du réseau. On appelle aussi la clé OPIKI. Nous, donc ça va se faire à travers le portail en quelques minutes. Hein, c'est assez rapide, mais tout ça de façon sécurisée. Et nous, on va, de notre côté, Thales, récupérer ces clés et les stocker dans un HSM. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire Hardware Security Module. C'est un serveur physique qui permet de stocker des clés cryptographiques et qui est inviolable. Donc vraiment, vous voyez, toute la partie de droite, c'est le processus qui est aujourd'hui vraiment mis en place pour les opérateurs publics que nous utilisons pour vous, pour les réseaux privés. Donc une fois que vous nous avez échangé cette clé, vous allez nous donner les paramètres du réseau que vous avez déployé, parce qu'on a besoin d'avoir ces informations. Donc, vous allez nous dire le MNC, le MCC, le SPN, si c'est un réseau 4G ou 5G. Voilà, donc toutes ces informations, nous, on va les récupérer et on va les processer. Et on va faire une data génération, ça s'appelle une génération de données. Et on va calculer les profils. On va créer les profils eSIM et fabriquer les codes d'activation. Ces codes d'activation vont être stockés dans notre DP+, voilà, de manière sécurisée, en suivant tous les mécanismes définis dans la GSMA, bien évidemment. Une fois que nous avons fini cette opération, donc en fait, ça prend même pas une heure, hein, c'est très rapide. Vous pouvez avoir vos profils en quelques heures seulement avec ce portail. Une fois qu'ils sont stockés dans notre DP+, vous allez recevoir une notification sur votre accès sécurisé, sur votre portail, hein, sur le portail. Vous vous connectez. Vous récupérez les QR codes et vous n'avez qu'à les distribuer à vos agents ou à vos employés pour qu'ils se connectent au réseau privé en flashant le QR code. Voilà, donc on va passer à la démo et on va voir comment ça se passe grâce à Choukri qui est là, qui est notre ingénieur réseau TDF et qui va vous montrer... ah bah, t'y étais, voilà. Donc là, il s'est connecté avec son compte, hein, TDF, sur la plateforme digitale, comme vous pouvez le constater. Donc vous avez sur la gauche le menu. Donc on ne va pas rentrer dans les détails de toutes les fonctionnalités. Si vous voulez avoir plus de renseignements, bien évidemment, nous sommes là aussi, hein, toute la journée. N'hésitez pas. Donc vous avez donc TDF a plusieurs utilisateurs. Vous pouvez créer plusieurs utilisateurs. Donc vous pouvez créer des utilisateurs pour la cérémonie de clés, des key officers. Vous pouvez créer des opérateurs pour créer les réseaux, etc. Donc, mais maintenant, on va voir donc, ce que TDF a fait dans My Network Key. C'est là où se passe la cérémonie de clés de manière automatique. Et voilà, donc là, on peut voir que TDF nous a échangé en fait une clé de transport et une OPIKI, donc la clé mère du cœur de réseau ici présent. Donc, ils l'ont déjà fait pour que ce soit plus rapide. Ensuite, ils sont allés dans My Network. Donc vraiment, vous voyez, c'est en quelques étapes. En fait, tout ceci se fait en 2-3 étapes. C'est vraiment rapide. Donc, TDF a créé 2 réseaux. Mais aujourd'hui, le réseau qui est déployé ici, il s'appelle TDF Demo. Donc, il va dans View pour voir, on va voir les détails dont on avait besoin pour construire les profils. Donc, vous voyez, il y a le Mobile Country Code, Mobile Network Code et Service Provider Name. C'est le nom du réseau que vous allez voir apparaître sur le téléphone. Voilà, puis les détails du réseau, les clés qui sont utilisées, hein, bien évidemment, parce qu'on a besoin de savoir sur quelle clé est attachée la puce pour qu'il y ait l'authentification. Et voilà. Donc maintenant, on va faire le test. Je veux commander 10 profils eSIM. Donc l'avantage aussi de ce portail, hein, c'est qu'on peut commander des petites quantités de cartes ou de profils. Vous avez plusieurs produits, donc des profils eSIM, mais aussi des cartes.
Parce que donc tout est fait avec la technologie eSIM, hein, mais vous pouvez avoir des cartes physiques avec une puce eSIM à l'intérieur. Donc vous pouvez en commander par pack de 100 et nous on les fabrique dans nos productions. Et on vous les envoie où vous voulez. Voilà, donc elles seront déjà personnalisées avec le profil du réseau. Et on a aussi un produit qui s'appelle Blank SIM Cards. En fait, c'est des cartes vierges que vous pourrez vous-même personnaliser sur votre site avec un outil qu'on vous donne à disposition et qui est disponible sur le portail. Bon, mais aujourd'hui, moi, je veux des profils eSIM. Choukri, s'il te plaît, on va commander 10 profils. Donc là, on va créer donc l'ordre. On va sélectionner le réseau pour lequel on veut commander ces profils. Donc ici, c'est TDF Démo. Voilà. Donc là, on va rentrer un numéro de commande. Celui que vous voulez, hein, c'est vous qui décidez. 10 profils. On doit inscrire la start value du MSIN. Donc qu'est-ce que c'est? Ça veut dire Mobile Subscriber Identification Number. Donc c'est un numéro unique, hein, qui identifie les puces sur 10 digits. Donc tous les opérateurs le connaissent bien, il ne faut pas qu'il y ait de chevauchement entre ces numéros. Voilà, c'est tout. Et puis maintenant, on va commander nos profils. Donc on voit que la commande est bien passée. Nous, on va le recevoir et on va vous envoyer un Sales Order Acknowledgement pour que vous approuviez cette commande. Donc en fait, c'est un document qui vous donne les détails de la commande, le prix, etc. Vous dites OK, bon, moi je les veux, vas-y, confirme. Je prie, s'il te plaît. Voilà, une fois que c'est confirmé, nous on va processer la data génération, etc. et on va vous envoyer les QR codes. Et voilà, donc là, on peut voir qu'on a reçu des documents donc, sur notre commande. Alors, les documents, c'est quoi? Donc, bon, on a le Sales Order Acknowledgement, on a la facture, mais on a surtout deux fichiers qui sont importants, les fichiers qui vont contenir les données sensibles des SIM, donc les OPC, les KI. Et ce fichier, il est chiffré avec la clé de transport que vous nous avez donnée avant. Ce fichier, bien évidemment, vous devez l'approvisionner sur votre cœur de réseau pour que les puces puissent se connecter à votre réseau. Et dans eSIM Info, eh bien, vous avez directement les QR codes et les codes d'activation. En fait, vous voyez, hein, le QR code, c'est la représentation graphique de cette ligne-là, qui est le code d'activation. Et dessus, en fait, ça, c'est l'adresse du DP+, et la référence du profil. Donc maintenant, on va faire le test, et on va flasher le QR code pour se connecter au réseau privé ici. Donc le téléphone, il est connecté à Internet. Là, on flash le QR code. Il va charger le profil. Donc là, ce qu'il fait, c'est qu'il va avoir le serveur SMDP+, dans notre prod Thales. Hop, et puis il va charger le profil. Donc ça prend quelques secondes. Donc si vous voulez tester, vous aussi, vous connecter au réseau. Si vous avez un téléphone eSIM, vous pouvez. N'hésitez pas, vous pouvez venir. Ici, ou sur notre stand, on refera la démonstration. Vous pourrez voir si ça marche sur votre téléphone et combien de temps ça prend. Donc là, ça y est, on a fini de le charger. Il nous demande est-ce qu'on veut l'activer? Nous, oui, on veut l'activer. Parce qu'on veut utiliser ce réseau, on voudrait aller sur Internet. Alors, on voudrait aller voir si on a reçu notre email. Donc là, on attend l'activation. Voilà, donc c'est fait. Vous avez vu, c'est assez rapide. C'est assez rapide, il n'y a rien à faire. On flash et hop, on est connecté. Donc là, on peut aller sur Internet. Donc, tu vas vite. Pour vous montrer que ça fonctionne, il a désactivé le Wi-Fi du téléphone. Ouais. Et tu peux montrer qu'on voit le réseau. Voilà, vous voyez, on voit TDF Démo. Donc là, on est sur le réseau privé déployé ici. C'est notre réseau. Voilà, la démo est faite. Donc, vous pouvez le faire vous-même si vous voulez, si vous avez un téléphone eSIM sur notre stand. Merci. Donc, voilà. Donc, pour conclure, eh bien, vous avez vu la démonstration de la connexion d'un appareil eSIM. Et comment faire pour commander des cartes ou des profils de façon simple, rapide et sécurisée.
avec tous les services que nous pouvons offrir aujourd'hui, hein, comme n'importe quel opérateur. Donc, si vous voulez, vous pourrez mettre à jour vos puces avec une plateforme OTA. Vous pourrez rajouter des services comme des applets hein, dans les cartes SIM, comme Florian a montré sur sa démonstration. Et voilà. Donc, je vous remercie et n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci. Merci Julie, merci Choukri. On va passer le temps du démontage du cœur de réseau à une session de questions-réponses. Julie, Florian, peut-être que ça serait bien que vous restiez sur scène. Des questions ? Oui, bonjour, j'ai une question pour Julie. La cérémonie de création des clés peut être faite une fois pour toutes et ensuite ça permet de commander séparément les cartes SIM ici au fur et à mesure. Oui, oui. Donc, ce qui fait Une fois que vous derrière, avez c'est plus rapide. Oui, une fois que vous avez changé vos clés et défini votre réseau, après, hein, vous pouvez commander une fois, 2 fois, 10 fois des cartes, des profils, tant que vous voulez. Une fois que c'est fait, c'est fini. Ouais. Vous le faites qu'une fois. Et c'est rapide, hein, l'échange de la clé il est rapide sur le portail. Et après, nous, derrière, on va les stocker dans notre HSM, dans notre KMS, on appelle ça Key Management System chez nous. Et ça peut prendre un petit peu de temps, voire une journée. Et une fois que la clé est bien sécurisée et installée, vous avez le statut completed sur le portail, vous le voyez. Et là, à partir de là, vous pouvez définir les détails de votre réseau. Bon, merci. Alors j'ai vu que dans les documents joints, il y avait les QR codes, mais il y avait aussi la facture. Donc ça m'a coûté combien 10 SIM. Voilà, c'est gratuit. Non, pour vous, c'est gratuit. Ça, je sais bien. Non, mais j'imagine qu'aujourd'hui, ça l'est. Demain, demain, les 10 premiers, c'est gratuit. Et les 10 suivants, alors c'est pas cher. C'est vraiment pas cher. Ouais, donnons pas le prix. C'est super. En tout cas, j'ai essayé moi de flasher le QR code qui avait déjà été pris et donc on m'a dit qu'il était plus valable. Voilà, donc, ça fonctionne. Un QR code est valable pour un téléphone, bien évidemment. Mais on en a 10 à disposition. Alors, en tout cas, merci. C'était très intéressant. Merci. Alors, je crois qu'on a un peu changé l'ordre des démonstrations. Donc maintenant, c'est Nokia, si je ne me trompe pas, qui va nous présenter donc, comment gérer sa flotte de terminaux mobiles pour en garantir la sécurité. Et on me dit que c'en sera fini. Alors, il faudra nous expliquer des terminaux zombies qui forgent des crypto-monnaies. C'est ça ? Bon, très bien. Exactement. Donc Nokia maintenant spécialiste de la crypto-monnaie. Non, c'est j'ai pas écouté le début de la phrase. Donc, Pour le micro, oui, c'est vrai. 1, 2, 3, ouais. Bonjour à tous. Donc effectivement, Régis Picard de Nokia. Je vais prendre ceci. Et donc le but aujourd'hui, on va faire une petite démo à distance. Et donc c'est vous parler de localisation, de géolocalisation. Alors la géoloc, on en parle depuis pas mal d'années, mais donc là on va apporter une nouvelle brique à cette localisation apportée par la 5G. Alors le petit schéma à gauche, vous l'avez revu, le petit triangle, avec l'apport de la 5G en termes de Massive IoT, donc d'avoir de pouvoir connecter sur une cellule, une antenne, des milliers voire plus d'équipements, l'augmentation du débit, donc du classique, et aussi les performances en termes de latence, et qui permettront de pouvoir améliorer la connexion machine to machine, et en particulier aussi la digitalisation et rendre les usines sans fil. Et en fait, aujourd'hui, on va parler d'une autre brique qui est la partie positioning. Donc, à partir de la release 16, de manière standard sur l'ensemble des équipements, que ce soit au niveau des infrastructures réseau et des devices. Donc, ça va permettre, un nouvel apport de la 5G va permettre de manière native de géolocaliser l'ensemble des devices
Alors, dans le terme device, on a l'habitude de parler du smartphone qu'on a dans la poche, mais vu ce qu'on vient de voir avant, on parle de Massive IoT, donc on est sur des milliers d'équipements, et des équipements vraiment industriels. Et donc, la géolocalisation, par le passé, donc et j'ai l'air dans les affaires judiciaires, donc on pouvait faire de la géolocalisation avec de la 4G en triangularisation, avec des précisions très peu précises. Mais donc là, on va vraiment être sur de la précision, quoi. Alors, l'environnement, parce que bon, faire de la géoloc, c'est intéressant, mais pourquoi? Nous, on voit 3 briques, et surtout nos clients et le monde de l'industrie voient 3 briques. La première, c'est la partie sécurité. Aujourd'hui, donc, pour la sécurité des personnes, donc, on parle souvent de PTI, DATI, enfin, la protection au travers isolé, qui est majoritairement portée sur des sites par des réseaux existants type DECT, Tetra, DMR, Talkie-Walkie. Et donc ces réseaux arrivent avec de l'obsolescence. Et aujourd'hui, il n'existe pas beaucoup d'autres infrastructures pour remonter l'information. Donc la protection au travers isolé, c'est une personne qui ne bouge pas pendant 10 secondes, il faut remonter l'alarme. Donc il faut le détecter, mais il faut remonter l'alarme et savoir où il est. Et donc là, grâce à cette géolocalisation en 5G, sans avoir à rajouter d'infrastructures type beacon ou autre, on pourra à la fois, via la data, remonter l'information, bien sûr, mais pouvoir indiquer où se trouve la personne, qu'on soit dans les zones indoor, outdoor. La performance, donc là, on arrive sur la digitalisation des équipements, mais aussi une des problématiques, alors et d'ailleurs, l'illustration de la démo sera autour de ça, c'est de localiser les outillages. Alors ça peut paraître bête, mais lorsque vous avez un Fenwick, 2-3 transpalettes sur un site, et que le matin vous passez une demi-heure ou 1 heure à savoir où il est garé par rapport à la veille, et bien là, en quelques secondes, la personne qui a un smartphone peut tout de suite le trouver et le suivre. Et aussi ensuite l'ensemble de l'outillage. Donc là, à Nozé, chez Nokia, on est en train de valider des nouveaux équipements. Donc on parle de visseuses pour l'industrie, typiquement pour l'industrie automobile ou l'industrie aéronautique, ou d'apporter de la connectivité à ces équipements. Mais à la fois, on aura la connectivité pour remonter le couple de serrage en live, etc. Mais aussi la localisation de l'équipement sur le site industriel. Et le dernier point, qui est en lien avec la première démo que vous avez eue, on voyait tout à l'heure le robot bouger, la GV, et d'ailleurs avec différents points de la localisation. Eh bien, donc là, sans avoir à rajouter d'autres infrastructures, on pourra localiser aussi tous ces AGV. On parle d'indoor-outdoor parce qu'effectivement, aujourd'hui, on cherche beaucoup de sujets pour trouver la localisation indoor pour nos smartphones, etc. Mais demain, lorsqu'on aura des gros volumes d'IoT, d'équipements connectés, en fait, ils n'auront pas de GPS. C'est-à-dire que sur la visseuse, on ne va pas lui mettre un GPS et avec map ou plan en application. Et donc là, vous aurez besoin aussi de pouvoir localiser l'ensemble des devices en outdoor. Et donc à partir du moment où il y a une couverture 5G, vous aurez la localisation. Hop, c'est pas le bon bouton. Alors, comment ça marche? En quelques mots, donc le principe arrive avec les nouveaux protocoles de la 5G, c'est-à-dire que la 5G, pour améliorer les performances et les débits, la latence aussi vis-à-vis de chaque device, donc au niveau de l'infrastructure et au niveau du standard de la 5G, donc chaque antenne va collecter l'information sur la distance. Donc là, il suffit de mesurer le temps de transmission du signal entre l'antenne et le device. Donc là, on a la distance entre l'antenne et le device, qui est un smartphone, un routeur, un modem. Et l'autre élément important, si on veut de la localisation, donc la 5G, ce que ne permet pas de faire en 4G, donc remonte aussi l'information des angles, donc dans les 2 dimensions, donc de provenance du signal du device. Donc avec l'ensemble de ces éléments, déjà rien qu'avec une seule antenne, on peut localiser donc la distance et on sait dans quelle direction. Donc on peut localiser par rapport à l'antenne l'ensemble des devices. Ensuite, pour améliorer la performance,
Donc là, on va utiliser l'ensemble des autres antennes qui sont déployées pour la couverture radio, la transmission de données. Et donc, en installant ces équipements et en collectant ces informations, on les remonte à un serveur et qui, lui, va compiler l'ensemble de ces informations et va pouvoir localiser le device dans l'espace, donc en 3 dimensions. Donc le process est relativement je veux dire, basique, indiqué comme ça, mais bon, ça nécessite quand même pas mal de traitement d'informations sur ces sujets. Et donc tout ça avec voilà, l'ensemble des devices qui seront sur cet environnement. Alors, sur le même principe que le GPS, et vous utilisez tous, aujourd'hui, on ouvre notre smartphone, on dit, ouais, là j'ai une position GPS. Alors ceux qui courent un peu, il y a pas mal d'applications, et ce qu'on voit, c'est sur certaines applications, on récupère l'information brute du GPS, et donc là, on va courir 10 bornes, et en fait, il va nous en mettre 15, parce qu'il va remonter comme information des zigzags, parce que dû à la précision du GPS, mais aussi parce que lorsqu'on collecte uniquement les données brutes. En revanche, derrière, il y a des algorithmes, qu'on soit sur des applications Google ou iPhone, qui vont traiter les informations, et tout en sachant que si vous êtes en train de courir, vous n'êtes pas en train de faire des zigzags tous les 2 mètres, à gauche, à droite. Et donc, qui va linéariser et qui va permettre d'améliorer la qualité de l'information. Donc là, le principe est à peu près le même, c'est-à-dire que là, nous, les éléments qu'on va remonter au niveau des solutions de localisation 5G, donc ce sont les données brutes, et on va le voir sur la démo, les données brutes de l'infrastructure réseau par rapport à la collecte des informations, d'angle, de distance, etc. Et ensuite, vous pourrez, donc on va rajouter l'ensemble des applications qui existent déjà sur le marché, qui travaillent avec l'information qui vient du GPS, mais de rajouter une centrale inertielle. Si on est sur un AGV, on va bien savoir que l'AGV, a priori, ne devrait pas décoller. Ou alors, c'est qu'il y a d'autres difficultés. Donc là, on est sur l'estimation de trajectoire, donc de remettre les éléments sur un plan. Et éventuellement, d'autres capteurs LIDAR pour apporter de la précision à l'information. Et tout ceci vous permet d'avoir une localisation très exploitable au niveau visuel ou aussi par d'autres applicatifs. Alors j'ai pas encore croisé Philippe Herbert ce matin. Donc l'année prochaine, on aurait pu faire cette démo chez Excelcar au campus Fab Lab à Rennes, mais malheureusement, pour cette année, on va le faire depuis l'Allemagne. À l'Arena 2036, donc avec lequel on est en Teams. Donc en quelques mots sur l'Arena 2036, donc c'est on va dire un campus Fab Lab et avec comme partenaire donc il y a Mercedes, BMW, Bosch, Omron en termes d'AGV et Nokia. Et donc Nokia fournit l'ensemble du réseau en 5G sur ce site, mais aussi donc le service de localisation. Et donc là, ce qu'on peut voir, donc entouré en rouge, et qu'on reverra après en live, mais c'est pour bien les visualiser. Donc c'est les 6 antennes qui sont représentées dans cette arena, sur ce campus. Et donc là, les ordres de grandeur, on doit être sur une dizaine de mètres de large et une trentaine sur la distance, donc pour ce campus. Donc, on va maintenant basculer sur la démo. Et juste une seconde, j'aurais dû le faire avant, mais il faut un peu de... si c'est une phone. Hello Stéphane. Ah, forcément. C'est là. Hello Stéphane, you hear me? Guten Tag. Yes, hello, good morning. On va continuer en français. Alors, on aurait pu le faire aussi en allemand avec Stéphane. Donc là, il va commencer par nous montrer donc, le hall.
Donc là, on peut voir en haut donc, les antennes que je présentais entourées en rouge. Donc ces 6 antennes, donc les 2 qui sont là dans le fond, à gauche. Et donc il y en a 6 en tout. Et donc là aussi, on voit derrière, donc, au niveau de ce campus, donc c'est un campus qui est en live avec différentes entreprises qui développent des solutions autour de l'industrie 4.0. Donc, dans les gros avantages donc, de cette solution, effectivement, c'est qu'à la fois, on va utiliser les antennes qui sont déjà déployées pour communiquer la data. Et donc là, on va pouvoir voir, on a juste mis un device. Et ce qu'on va simuler, c'est le transpalette que j'évoquais tout à l'heure, en fait. C'est ce fameux transpalette que Robert range le soir à un endroit et Marcel, le lendemain matin, il va mettre une demi-heure à le trouver. Donc là, sur la partie droite, on voit donc, le point vert, qui est le déplacement du device, qui est sur ce chariot ou ce transpalette. Et comme j'indiquais, donc là on le voit bouger, mais c'est le fameux coureur que j'ai expliqué la dernière fois. C'est-à-dire que là on récolte l'info brute, et après, donc avec les différents usages et les applications qui sont derrière, on va pouvoir préciser et apporter une meilleure visibilité de l'information. Un point que vous allez sûrement me poser tout à l'heure. Au niveau de la précision, donc on va jusqu'à 30 cm et on garantit les 50 en fait, centimètres de précision sur ces sujets. Donc voilà, donc, les 2 points, une seule infra à exploiter, à déployer. Et l'autre point, donc la standardisation, quels que soient les devices ensuite, à partir du moment où on sera sur les bonnes releases, donc pour éviter d'avoir des multiples devices spécifiques propriétaires, puisque donc là, au niveau des devices, on ne parle pas de device Nokia, mais de device, là, on est un peu au cœur du 3GPP, c'est-à-dire d'être du standard et de ne pas être sur des solutions propriétaires. Donc voilà. Pardon ? Oui, je peux lui demander. Alors, là, il y a la latence à gauche, on est plus sur le Teams de l'échange. En revanche, non, ensuite, au niveau de la remontée d'informations, il y a une latence, on n'est pas sur des latences 5G de l'ordre de la milliseconde, parce qu'il y a le traitement du signal derrière, mais on est sur des latences qui se comptent en dessous de la seconde. Ouais. Sur entre la localisation, la position réelle et l'information. Merci Stéphane. Alors, je vais dire. Merci Stéphane et à bientôt. Je ne sais pas si vous avez des questions. Attendez, on va vous donner un micro. Mais juste avant, peut-être, donc deux commentaires. Donc, moi, quand je cours 10 km, mon truc, il me dit que j'en ai fait que 8, hein, pas 15. Je peux prêter ma montre. Voilà, ah oui, en plus, elle est plus moderne que la mienne. Et deux, j'ai l'impression quand même qu'on met beaucoup d'antennes, autant de beacons là, que finalement, quand on veut le réaliser en beacon. Donc, ce serait intéressant d'avoir peut-être un commentaire aussi sur la densité d'antennes. Donc, j'imagine aussi ces antennes donc actives. Voilà, ce qui n'est pas nécessairement nos environnements de déploiement, hein, où on utilise beaucoup de DAS, hein, enfin de diffusion passive. Voilà. Donc j'imagine que là, on n'est pas nécessairement dans ce cas d'usage-là. En tout cas, merci, c'était très intéressant. Et puis, je vais vous donner le micro. Peut-être sur la densité. À tes remarques. Alors effectivement, dans l'environnement RATP, on est plus sur des solutions DAS. Lorsqu'on est en usine, manufacture, on est plus sur des antennes type micro, pico, et donc avec des antennes actives. Ensuite, au niveau de la densité, donc là, on est sur un campus, donc effectivement, qui n'est pas forcément représentatif. Après, on peut être sur des antennes, on fait une antenne tous les 100 mètres, en fonction de ce qu'on souhaite faire à la fois. Là, pour le coup, au niveau design, il y a des travaux de design à la fois radio en termes de transmission de l'information, et ensuite de niveau de précision nécessaire. Et pour reboucler, je crois que c'était sur la précision de la localisation, ce que je disais tout à l'heure, en fait, on va jusqu'à 30 cm et on garantit 50 cm de rayon de précision. Donc effectivement, on n'est pas sur
la précision de localisation pour savoir si telle visseuse a vissé tel boulon. Et donc là, on a besoin de quelques centimètres max, voire moins de précision, mais on est sur cet autre ordre de grandeur. Pardon. Ok, la précision attendue, du coup, elle va être structurante dans le design et dans la densité des antennes ou pas trop? Et oui, en fait aussi, en fonction de l'environnement dans lequel on se trouve, enfin, si on est sur des environnements complètement ouverts ou des environnements avec plus de perturbations, donc là, il y aura un peu plus de travail sur le design. Ok, d'autres questions? Oui, alors la question, c'est la disponibilité de cette solution-là, et la compatibilité aussi en matière de release avec les terminaux, avec d'autres infrastructures. Est-ce que c'est quelque chose qui sera en 100% standardisé? Donc oui, bah, là j'en parlais dans la release 16. Donc aujourd'hui, enfin, la release 16 n'est pas déployée et n'est pas disponible encore sur l'ensemble des devices, mais avec la release 16, enfin, ça sera disponible sur l'ensemble de l'écosystème. Ok. Une fois n'est pas coutume, on est un petit peu en avance de quelques minutes, donc on peut se permettre de prendre une dernière ou quelques dernières questions. C'est bon, je pense qu'on ira vous voir sur le. Pas hésiter à venir nous voir sur le stand. Pardon, petite question. Il faut un serveur applicatif complémentaire? Oui, donc alors, nous, c'est une application qui est sur notre serveur qui permet de ressortir l'information qu'on a visualisée. Et ensuite, soit cette information, pour vous, elle est suffisante, c'est avec cette interface, ou sinon, on vous la renvoie sur votre serveur, un autre serveur de géolocalisation avec d'autres applicatifs, etc. C'est bon, pas de regret? Excusez-moi, Françoise, tu me dis si tu vois quelqu'un prendre le bras. Mais... Ok, bah écoutez, c'est coffee time. Très bien, parfait. Voilà, on se retrouve à... Je donne les instructions. 11h. On se retrouve à 11h pour les prochaines démonstrations. Merci.